Le second point, redéfinir la relation du Congo et de la France. Tout peut dépendre dans quelle circonscription l'on est. Si c'est une nation anglophone, alors ça sera redéfinir la relation du Congo et du Royaume-Uni ou du Congo et des États-Unis. 2 minutes, il y a quelqu'un qui lève la main. Mais chérie, tu lèves Oui, la main. ça bug. Ça bug? Ah ouais? La connexion est bonne. Essayez de couper vraiment tous vos micros. Coupez vos micros. D'accord, mais chérie, coupez vraiment vos micros. Et laissez que le frère. Et puis peut-être que ça va aller mieux. Vas-y. La connexion est bonne pourtant. Alors donc, j'étais en train de vous parler du second point. Ah non, mais ça. OK, ça a été bugué. D'accord, ouais. C'est peut-être la connexion. J'ai pas entendu le point. Tu n'as pas entendu les points. OK, on reprend. Donc, ce projet a 24 points. Le premier point consiste à rompre les contrats coloniaux caducs. Le premier point, rompre les contrats coloniaux caducs. Le deuxième point, redéfinir la relation du Congo et de la France. Et c'est sur ce point que je déclare que tout dépend de la circonscription dans laquelle est votre nation. Je prends un exemple. Si votre nation a été colonisée avec l'Angleterre, c'est que vous devez redéfinir la relation de votre nation et du Royaume-Uni. Si c'est une nation qui aura été colonisée par le Portugal ou l'Espagne, vous faites la même chose. Par exemple, l'Angola, redéfinir la relation entre l'Angola et le Portugal. Donc, c'est comme cela que vous devrez prendre ces choses. Le troisième point, démontrer notre maturation politique. Le troisième point, démontrer notre maturation politique. Le quatrième point, l'élaboration de la Constitution centenaire. Le quatrième point, l'élaboration de la Constitution centenaire. Le cinquième point, le projet de société congolais. Entre parenthèses, le projet de société haïtien. Le sixième point, la réalisation des États généraux. Le sixième point, la réalisation des États généraux. Le septième point, les audits de toute entreprise congolaise. Entre parenthèses, les audits de toute entreprise haïtienne. Le huitième point, la commission vérité et réconciliation. La commission vérité et réconciliation. Le neuvième point, la commission vérité et justice. La commission vérité et justice. Le dixième point, la dépolitisation des forces armées. La dépolitisation des forces armées. Le onzième point, la révolution domaniale. La révolution domaniale. Le douzième point, l'élaboration des partis politiques. L'abolition des partis politiques existants. Le douzième point, l'abolition des partis politiques existants. Le treizième point, la campagne de l'éducation juridique. Le treizième point, la campagne de l'éducation juridique. Le quatrième point, le service militaire obligatoire pour tous. Le service militaire obligatoire pour tous. Le 15e point, le pacte social congolais. Vous pouvez dire le pacte social haïtien. Le 18e point, la révolution du droit d'auteur congolais. Vous pourrez appliquer la révolution du droit d'auteur haïtien. Le 19e point, le pacte
de l'émulation congolaise. Vous pourrez appeler cela le pacte de l'émulation haïtienne. Le 20e point, la création de la version congolaise de l'État-providence. Vous pouvez dire la création de la version haïtienne de l'État-providence. Le 21e point, restaurer la diplomatie congolaise. Ça pourra être restaurer la diplomatie haïtienne. Le 22e point, la lutte contre les biens mal acquis. La lutte contre les biens mal acquis. Le 13e point, la transition. La transition. Et le 24e point, les élections présidentielles et autres élections générales. Le 24 point, les élections présidentielles et autres élections générales. Et donc, la deuxième partie de cet ouvrage, c'est la conclusion. Donc, voilà un ouvrage qui comporte 24 points essentiels pour n'importe quelle population qui voudrait venir à bout de la dictature qui sévisse dans leur nation. Ce sont des points réfléchis avec une expérience qui aura consulté les annales de notre humanité, qui aura consulté les points forts et les chevaux de Troie de toute organisation politique de chacune de nos nations pour trouver la juste mesure afin de pouvoir éclairer une population qui formerait ses élites, qui formerait ses leaders d'opinion, ses conducteurs politiques, ses animateurs associatifs et des organisations non gouvernementales et autres intervenants comme les corps constitués, les corps d'élite et autres dans le but d'apporter une révolution des mentalités qui fera de telle sorte qu'il sera possible de réimplanter d'une manière véritable et durable la démocratie qui n'est rien d'autre que le pouvoir du peuple. Et donc, sur cela, la fois passée, je vous ai présenté le premier point, qui est celui qui consiste à rompre avec les contrats coloniaux caducs. Je vais faire un petit tour d'horizon là-dessus. N'importe quelle nation qui croupisse sous une dictature, et surtout les nations qui sont dans le précaré franco-africain, les nations qui sont dans le précaré franco, vous pouvez dire haïtien, ces nations-là ont une dictature qui demeure à cause des contrats coloniaux qui auront été consignés pour ce qui concerne les pays franco-africains dans les années des indépendances autour de 1960. Et cela aura concerné en réalité le fait que le général Charles de Gaulle leur proposa un deal pour que ces nations-là accèdent aux indépendances. Dans le cadre d'Haïti particulièrement, le temps fort de la révolution des mentalités se tournera en effet au travers de l'expérience politique de la nation haïtienne. La fois dernière, j'ai mentionné cela et nous n'avons pas pu enregistrer et nous avons pensé que ce n'était pas encore le moment qu'on mette au courant les gens. Bon, mais je crois qu'on va vous dire la vérité. Peut-être que c'est mieux que nous allions comme ça. En fait, il est véritable qu'en ce qui concerne la nation de Haïti, vous avez acquis votre indépendance, pas comme nous qui sommes de la zone franco-africaine, du précaré franco-africain, nous l'avons acquise. Vous, je crois bien, en 1804, vous avez acheté à prix d'or votre indépendance. Et ce sera une détonation politique du fait que pour la première fois sur notre planète Terre, sous cette mouvance de l'esclavage, de toutes les discriminations contre les nations
noir que nous ayons vu une nation accéder à l'indépendance. Et cela aura été à prix d'argent. Vous avez acheté votre indépendance. Pourtant, vous avez réalisé l'exploit militaire de pouvoir battre l'empire de Bonaparte. Mais conséquemment, en matière de politique, comme la France avait plusieurs amis, vous avez acheté l'indépendance. Et donc, je vous ai rappelé qu'il est important, dans le cadre de la rupture des contrats coloniaux, que vous puissiez vous lever et de réclamer votre dû. C'est-à-dire que la France vous rembourse ce que, il y a près de 2 siècles, vous avez acheté à prix d'argent et que cela soit monnayé dans un correspondant financier actuel. C'est de votre droit. Pourquoi? Parce que la colonisation, plus en bas l'esclavage, plus en bas la traite négrière et le commerce triangulaire, tout cela a été retenu par l'humanité tout entière et l'institution onusienne comme étant un crime contre l'humanité. Conséquemment, pour un réveil politique qui table sur le fait de pouvoir démontrer qu'il faut qu'il y ait la rupture des contrats coloniaux caducs que vous, aujourd'hui, vous n'avez pas co-signé avec la France, mais que vos aïeux ont co-signé avec la France, vous devrez réclamer ce dû-là. Autre chose, il y a un fait que nous tous, nous avons retenu dans le cadre de la relation entre la France et les pays du pré-carré franco-africain. C'est qu'en 2007, il y a eu à Dakar, au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop, le 27 juillet certainement, une conférence de l'OIF qui aura été tenue au cours de laquelle le président Nicolas Sarkozy déclarait publiquement que les fils ne peuvent pas payer pour les fautes commises par leur père. Ainsi, il pense qu'on ne peut plus revenir en arrière pour taxer les colonisateurs, pour taxer l'impérialiste, pour taxer ceux qui nous ont dominés hier, parce que ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ont fait cela. Et bien évidemment, c'est de là où nous rebondissons. Les contrats coloniaux qui ont été co-signés n'ont pas été co-signés par nous, mais par les pères des indépendances qui sont quasiment presque tous morts. Pourquoi se fait-il que ces contrats coloniaux-là existent toujours jusqu'à aujourd'hui et dominent toujours les nations du précaré franco-africain? Je vais vous donner un exemple de ces contrats coloniaux. C'est que toute production énergétique, toute découverte de matières premières, pour son extraction, doit réserver la primauté à la France. Si la France ne peut pas, par exemple, exploiter une certaine matière première en ce moment-là, le pays qui décèle de cette matière première peut regarder ailleurs. Donc, ça fait partie de ces contrats coloniaux-là. Je vais vous donner un autre exemple. En 2019, lorsque le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, était sérieusement malade et que la constitution gabonaise décrétait qu'il fallait qu'on trouve quelqu'un d'autre parce qu'il y avait vacance du pouvoir. Cela n'a pas pu être fait. Même Jean Ping, qui aura eu une expérience politique à l'Union africaine, n'a pas pu bondir ou saisir cette occasion pour prendre le pouvoir. Cependant, il y a 5 officiers qui ont pris d'assaut la télévision gabonaise et qui ont déclaré que le pouvoir était vacant et qu'il fallait que les hommes politiques viennent prendre le pouvoir. Alors, durant 24 heures, personne n'a regimbé, personne n'a bougé, seulement il y a eu un commando de l'armée française qui a débarqué à la télévision, qui a abattu 2 de ses officiers et emprisonné 3 de ses officiers. Pourquoi l'armée française a-t-elle intervenu ainsi? C'est à cause du fait qu'il est écrit dans les contrats coloniaux qu'à chaque moment où la nation qui a contracté ces contrats coloniaux sera en danger, l'armée française se donne le droit d'intervenir pour établir l'ordre. C'est dans ce sens aussi que vous avez vu que l'armée française aura débarqué en Côte d'Ivoire pour mettre dehors Laurent Gbagbo. C'est à cause donc de ces contrats coloniaux-là. Et donc, nous pensons que si nous voulons aujourd'hui sortir de la dictature, il faudrait qu'on dénonce ces contrats coloniaux en commanditant une commission juridique
et politique qui va statuer sur la démonstration, oui ou non, de l'existence ou non de ces contrats coloniaux. Et si les contrats coloniaux existent, quitte à nous, au niveau national, de pouvoir les rompre, de ne plus marcher là-dessus. Et nous avons aussi projeté qu'il est important de mettre au courant les institutions internationales, les institutions africaines et les institutions nationales de cette démarche de rupture des contrats coloniaux. Donc, en résumé, c'était cela, le premier point, qui est mentionné de la page 5, parce que c'est long, c'est bien commenté et c'est bien argumenté, jusqu'à la page 22. À présent, aujourd'hui, le deuxième point, comme je viens de vous l'expliquer, c'est redéfinir la relation du Congo et de la France. En parlant à mes citoyens et citoyennes révolutionnaires d'Haïti, je dirais redéfinir la relation de Haïti et de la France. Alors, cela est mentionné dans cet ouvrage que vous pourrez vous procurer, de la page 21 jusqu'à la page, laissez-moi fouiller et vous mettre au parfum. Ce sera aussi une question de pouvoir vous montrer combien est-ce que nous avons de la matière et combien intéressant est cet ouvrage que nous devons nous tous réaliser pour sortir nos pays de la domination de nos hommes politiques et des hommes politiques occidentaux et orientaux qui sont en réalité les mentors de nos dirigeants actuels, jusqu'à la page 81. Donc, de la page 23 jusqu'à la page 81, je vous présente le deuxième point, redéfinir la relation du Congo et de la France, ou redéfinir la relation du Bénin et de la France, redéfinir la relation du Ghana et du Royaume-Uni, redéfinir la relation de Haïti et de la France et des États-Unis, par exemple. Bravo, Canada, bravo, bravo. comme cela. Oui, parce que en fait, c'est cela le problème. Ce n'est pas tout simplement la France, mais dans le cadre de Haïti, nous avons la France qui a la mainmise, nous avons les États-Unis qui ont la mainmise, nous avons le Canada qui a la mainmise, mais nous avons aussi l'institution onusienne qui a une certaine mainmise. Donc, la redéfinition de cette relation, dans cet ouvrage qui est long, je vais me résumer, c'est trouver les solutions qui peuvent faire de telle sorte que sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan culturel, il y ait de nouvelles relations avec la France, avec le Canada, avec les États-Unis, avec la puissance onusienne. Ces nouvelles relations doivent être redéfinies dans le cas de l'espèce par les hommes et les femmes qui seront rassemblés à la conférence nationale souveraine haïtienne. Des commissions seront mises en exergue après, excusez-moi, l'audition. Donc, je dois vous expliquer la chose. Pour redéfinir les nouvelles relations avec la France, il s'agira, lorsque vous allez être rassemblés à la conférence nationale souveraine, de pouvoir passer par la première étape sur ce point, c'est-à-dire l'audition ou les audiences des conférenciers qui vont faire des propositions sur quelles sont les nouvelles relations que nous devons avoir avec la France, avec les États-Unis, avec le Canada, avec l'institution onusienne. Et lorsque toute la conférence aura écouté les auditions des intervenants, sans exception aucune, une commission sera mise en place pour faire l'expertise et pour faire en quelque sorte le résumé de toutes les audiences qui ont été faites pour trouver les principes, le mémorandum, c'est-à-dire les recommandations des uns et des autres, la synthèse même de l'ensemble des auditions qui vont définir les nouvelles relations entre Haïti et la France, Haïti et les États-Unis,
Haïti et le Canada. Donc, c'est à vous de redéfinir cela. Et pour le redéfinir, c'est parce que vous avez fait des audiences. Chacun a parlé. Donc, ceux qui sont au pouvoir devront dire qu'est-ce qu'ils veulent, par exemple. Ceux qui sont à l'opposition devront dire voilà ce que nous voulons. La société civile devra dire voici ce qu'il nous faut. Les corps intermédiaires, par exemple, les syndicats, le patronat et tout, devront dire qu'est-ce qu'ils veulent. Et une synthèse sera faite pour redéfinir la nouvelle politique des relations humaines, des relations internationales, bilatérales et multilatérales avec les anciennes puissances dont vous avez reconnu ayant eu une activité qui a fait que la population ne soit pas épanouie, que la population ne puisse pas évoluer. C'est à vous, donc déjà, quand vous avez compris qu'il y a un projet de ce genre, vous devrez prendre les exemples qu'il y a dans l'ouvrage et vous mettre à... Donc, les exemples qu'il y a dans cet ouvrage ne sont rien d'autre qu'un canevas. Je ne voudrais pas dire que j'ai la meilleure réflexion sur vous tous. Et ça, nous n'avons pas cette prétention aucune, parce que nous connaissons la force des uns et des autres. Et je suis sûr... C'est une méthode. C'est une méthode tout simplement. Et je suis sûr que quand vous, par exemple, vous allez vous mettre à intervenir, vous allez réfléchir sur le cas de Haïti, vous aurez l'amabilité de me dire, notre ami, toi qui as écrit ton ouvrage, voici comment, par exemple, nous avons mieux réfléchi que toi. Nous sommes allés au-delà même de ce que tu nous as présenté comme canevas, de ce que tu nous as présenté comme modèle. Voilà les points forts au travers desquels nous allons relever les relations entre notre nation et les puissances internationales. Et donc, il y a une chose capitale que je veux vous faire comprendre. Aucune nation africaine, même si on réussissait à faire les États-Unis d'Afrique, il est impossible que les États-Unis d'Afrique se développent sans les autres continents, sans les autres puissances, sans les autres nations. Parce qu'avoir une telle pensée est une illusion, une utopie politique. Quand vous êtes soumis à une dictature et que vous réussissez de renverser cette dictature, cela ne voudrait pas dire que vous devrez maintenant mettre en exergue la justice populaire, que vous devez mettre en exergue la malversation judiciaire, la mascarade judiciaire. Non, il faudrait revenir sur les fondamentaux du droit et de la justice et traduire en justice ceux qui sont coupables de quelques crimes, de quelques forfaits, et laisser la justice faire normalement son travail sans interférence dans ce qu'on appelle l'indépendance des institutions. Donc, avec les anciennes puissances qui ont marché contre vous, vous n'allez pas faire un barrage pour dire désormais, nous ne marchons plus avec la France, les États-Unis, le Canada ou l'institution onusienne, nous allons nous tourner vers d'autres nations. Car en fait, d'autres nations sont comme les États-Unis, comme la France, comme l'institution onusienne. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt mieux vous armer, mieux redéfinir vos propres nouvelles relations et travailler en interne de telle sorte que vous soyez capable de tenir rigueur, d'être capable de contrôler et de vérifier l'action du nouveau gouvernement, l'action de la nouvelle administration, l'action de la nouvelle société civile, l'action des leaders d'opinion, des élites, de telle sorte que ce que vous avez, vous tous, défini, soit la parole d'évangile. Vous ne m'excuserez pas le terme parce que ça rentre mieux. Ce que tous devraient mettre en exergue. Donc, cette responsabilité, vous allez comprendre que cela va renouveler ce que chacun de vous, vous êtes en réalité. Et donc, je ne pourrais pas résumer les près de 60 pages dans lesquelles j'ai fait les démonstrations au travers desquelles vous et moi, nous pouvons nous inspirer pour trouver la formule adéquate relative à Haïti, de telle sorte qu'on soit à même de redéfinir nous-mêmes ce que nous appelons nos relations avec les puissances internationales. Et il y a un problème qu'il se pose, c'est que, en réalité, les relations sont déjà traduites d'une manière
d'une bonne manière. Les relations internationales sont les mêmes. Seulement, ce sont les dirigeants qui sortent du sentier battu des relations internationales pour trouver leur intérêt dans une autre formule, le plus souvent corrompue. Et comme la formule qu'ils ont trouvée pour les relations internationales avec d'autres nations ou d'autres groupes de nations est une formule corrompue, alors il faut qu'ils puissent mater la population pour que personne n'ouvre les yeux, pour que personne ne leur demande les comptes, pour que personne ne puisse être en mesure de contrôler et de vérifier comment est-ce que marche cette relation. C'est en ce moment-là qu'intervient l'injustice. C'est en ce moment-là qu'intervient la corruption. C'est en ce moment-là qu'intervient l'intolérance, c'est-à-dire mettre une structure interne, une structure politique. L'exécutif domine sur le 5e pouvoir, qu'on appelle l'administration. L'exécutif domine sur le 6e pouvoir, qu'on appelle la forces armées. L'exécutif domine sur le 7e pouvoir, qu'on appelle les arts et l'éducation. De telle sorte que seule la politique... On n'entend plus rien du tout. Attendez, j'ai eu un petit souci. Est-ce que là, vous entendez? Faites-moi signe. C'est vrai que la connexion avait été coupée, mais là, moi, je vous entends. Edline, je t'ai entendu. Est-ce que vous nous entendez? OK. Maintenant, oui. Là, on vous entend. Coupez à nouveau les micros. Votre connexion n'est pas bonne. Coupez à nouveau les micros. La connexion n'est pas bonne. Pour ceux qui ne parlent pas, il vaut mieux qu'ils coupent les vidéos également et les sons. Et les sons. Coupez les vidéos et les sons pour avoir une meilleure qualité. Merci, super. Oui, tout à fait. Alors, donc, c'est cela que je suis en train de vous exposer, mes chers compatriotes. C'est parce que nos dirigeants qui connaissent la norme des relations bilatérales, des relations multilatérales, sortent des sentiers battus ou des principes des relations entre une nation et une autre nation, ou entre une nation et un autre groupe de nations, ou entre une nation et une institution continentale ou une institution universelle. Ils profitent donc de faire de telle sorte que le pouvoir exécutif domine sur les autres pouvoirs et empêche qu'il y ait ce qu'on appelle l'indépendance des institutions. Car c'est quoi une démocratie? Une démocratie, c'est une gestion institutionnelle qui permette l'indépendance des institutions. Dans une nation, s'il y a l'indépendance des institutions, alors vous verrez que cette nation se développera parce qu'il n'y aura pas une institution qui dominera sur les autres institutions. En effet, nous avons toujours pensé dans nos nations à nous que l'exécutif est la plus forte des institutions. Et les hommes politiques que nous mettons au pouvoir s'arrogent le droit de faire de telle sorte que toute la nation croupisse sous l'exécutif. Or, quand une nation croupit sous l'exécutif, cette nation ne pourra jamais se développer parce qu'elle n'aura pas de bonnes relations internationales. Du fait que cette nation doit s'arranger de telle sorte que les relations qu'elle aura avec une autre nation ou un autre groupe de nations, ce soit une relation corrompue, au travers de laquelle celui qui est au pouvoir permettra simplement que son intérêt à lui et l'intérêt du groupuscule qui travaille pour son maintien au pouvoir soit garanti, contrairement à l'intérêt national, de telle sorte que les nations avec lesquelles il entre en relation, elles profitent plus et non entrent en confrontation, par exemple dans le genre du principe 50-50, gagnant-gagnant, donnant-donnant. Donc les dirigeants politiques s'arrogent le droit d'étouffer la liberté des institutions, l'indépendance des institutions. Il faudrait être capable de savoir que dans une nation, l'exécutif n'est pas la plus dominante des institutions, mais
il y a 7 institutions qui ont le même pouvoir. L'exécutif est aussi puissant que le législatif. Le législatif est aussi puissant que le judiciaire. Le judiciaire est aussi puissant que le 4e pouvoir, c'est-à-dire la presse et les médias. La presse et les médias est aussi puissante que l'administration. L'administration est aussi puissante que la force armée. La force armée est aussi puissante que les arts et l'éducation. Ce sont des institutions égales. À puissance égale. À puissance égale, à force égale. Elles doivent marcher dans l'interdépendance. L'interdépendance. C'est-à-dire que chaque institution réalise son ouvrage comme elles doivent la réaliser. Et il y a un mécanisme au travers desquels on puisse interpeller, on puisse corriger, on puisse vérifier, on puisse contrôler chacune de ces mécanismes, chacune de ces institutions. Et le mécanisme n'est pas les élections. C'est la faute que nous faisons, nous tous. Nous, Africains. Pour vouloir un changement, on s'attend aux élections. Non, mais il y a le mécanisme législatif qui est celui-là qui redemande les comptes et au Parlement et au Sénat, et à l'exécutif et au judiciaire. Toutes les institutions doivent rendre les comptes à ce que nous appelons la représentativité nationale, c'est-à-dire votre assemblée. Alors, mes chers concitoyens, c'est ici où intervient le projet de la Conférence nationale souveraine. Donc, il y a l'institution parlementaire, l'institution législative, c'est-à-dire parlementaire et sénatoriale. Lorsqu'elle ne fonctionne pas dans une nation, la nation croupit sous la domination. Conséquemment, dans cette nation, le peuple n'a plus de pouvoir. Et du moment où le peuple n'a plus de pouvoir, alors il faudrait faire intervenir la société civile. La société civile est le garant de la vie nationale. Parce que la société civile ne fait pas partie de cette institution cadrée et encadrée par la Constitution. La société civile est la plus puissante représentante d'une population. Et quand ça ne marche pas, parce que le pouvoir judiciaire est étouffé par le pouvoir exécutif, alors la société civile doit se lever pour se battre en vue d'arracher la souveraineté populaire, publique, qui est confisquée par l'exécutif au travers de l'étouffement du législatif. Et pour le faire, il n'y a que 2 moyens. Soit vous le faites par un coup d'État, soit vous le faites par une conférence nationale. Alors, la conférence nationale vaut mieux qu'elle soit souveraine. Parce que dès que la conférence nationale est souveraine, elle reprend tous les 7 pouvoirs. Et il n'y a que elle qui peut réviser la Constitution ou changer la Constitution. Et c'est pour cela que, mes bien-aimés, pendant que nous vous proposons, n'est-ce pas, cet ouvrage, nous prendrons de temps en temps du temps pour revenir sur ce qu'est la Constitution, ou peut-être qu'à la fin des 24 points de ce projet de société, nous allons faire un travail de parler de la conférence nationale et de la conférence nationale souveraine. En fait, vous devrez savoir que la conférence nationale souveraine est pour un parti politique ou pour une association ou pour n'importe quel regroupement humain. La conférence nationale souveraine est comme un congrès pour un parti. La conférence nationale souveraine est comme une assemblée générale pour une association ou une organisation non gouvernementale ou un village. Voilà. Donc, c'est le moyen le plus crédible en démocratie pour reprendre le pouvoir démocratique appartenant au peuple souverain
qui aura été emprisonné par l'exécutif au moyen de la destruction du pouvoir législatif. Donc, bien aimé, pour le second point, je pense que c'est bien résumé pour permettre à tout le monde de comprendre et de poser des questions. S'il y a bien sûr un petit tour de table, s'il y a des gens qui veulent bien sûr poser des questions, allumez déjà la vidéo. Très bien, monsieur, maître Chéri. Professeur Chéri, tu as la parole. Merci. Et merci, monsieur le formateur. Et c'est bien expliqué. Moi, j'ai bien compris. Et de toute façon, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Vous avez bien défini. Donc, le terme c'était redéfinir la relation, etc. Donc, les 24 points, et je crois qu'il va y avoir du boulot. Vraiment, c'est une belle formation quand même, une bonne séance. Et pour les 24 points à débattre. La question que je voudrais poser, malgré ça ne fait pas partie de la formation, mais monsieur le formateur, quand est-ce que ce livre-là a été publié? Si, une réponse simple pour que j'enchaîne avec la question suivante. Je viens de le publier en avril 2020. Avril 2020. Avril 2020. Avril 2020, cette année, en avril. Avril 2020. Donc, dans ce pays-là, comment la population, ou bien la classe, ou bien les élites, comment ils conçoivent cette publication? Est-ce que l'État prend en charge ce livre-là? Est-ce qu'on va appliquer ce qui est écrit dans le livre? Eh bien, dans le cadre de mon pays, c'est une bataille que je suis en train de mener. Mais le livre étant international, c'est-à-dire qu'il ne concerne pas seulement mon pays, je commence à communiquer avec vous. Parce que bientôt, dès qu'on aura la possibilité de repartir chez soi, de voyager, moi j'irai dans mon pays pour communiquer sur ce projet. Et si vous trouvez important que je vienne en Haïti pour parler de ceci avec vous ou avec les dirigeants de votre pays, je suis disposé. On a fait la lettre aussi dans ce sens. Déjà. Oui, on a fait la lettre dans ce sens pour que nous puissions entrer en contact avec vos autorités, de telle sorte que nous fassions connaître cette pensée. Donc, nous sommes à la phase de communication, tant pour le Congo-Brazzaville que pour Haïti, que pour les autres nations. Et même pour la place de Paris, c'est maintenant que je suis en train de faire le travail de communication. D'accord. Et je pose une dernière question, il n'y a pas que moi, mais après ça, je vais partir, Patrick, je vous ai dit ça. Et pour vous, cher monsieur, redéfinir la relation entre, bon, je comprends bien quand vous parlez entre Congo et la France, mais moi je peux dire entre Haïti et les États-Unis, ou bien l'ONU, comme c'est toujours les États-Unis qui dirigent l'ONU, entre Haïti et les États-Unis. D'après vous, comment cela va se faire, ou bien quelle méthode doit-on appliquer? C'est-à-dire entre le colonisé et les colons. Oui, mais c'est très simple. C'est pourquoi il faudrait inviter toute la composante nationale à la seconde conférence nationale souveraine. Et comme cela, on va écouter ceux qui vont participer à la conférence nationale souveraine, leurs projets. Quand ils ont donné leur projet, on cristallise ces projets-là et on détermine ce qui va triompher comme projet. On fait la synthèse de tout et cela sera écrit dans le mémorandum de la conférence nationale haïtienne, par exemple. C'est ce mémorandum qu'il faudra maintenant présenter à la France, aux États-Unis, à l'ONU, pour que la France, les États-Unis, l'ONU, le Canada sachent que désormais, les Haïtiens, voilà ce qu'ils veulent comme relation. Les Congolais, voilà ce qu'ils veulent comme relation. C'est à la conférence de faire un mémorandum et le présenter comme nouvelle politique étrangère de Haïti envers les puissances coloniales ou les puissances internationales. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, le travail devra être fait premièrement par ceux qui doivent aller à la conférence nationale haïtienne,
qui vont proposer, parce qu'il y a des propositions avec les gens. Et ces propositions seront cristallisées en forme de principe ou de loi. Ça deviendra une loi haïtienne. Et c'est cette loi qui dictera le nouveau pouvoir qui sera établi après la conférence nationale souveraine. Le nouveau pouvoir... Je peux prendre un exemple de la dette de l'indépendance. Des présidents haïtiens ont voulu réclamer cette dette. C'est une relation aussi avec la France. Mais dans le cadre de la conférence nationale souveraine, je pense que ça prendra plus de sens. Oui, exactement. C'est comme ça que ça se fait. Donc, les gens se rassemblent en conférence nationale. Car la conférence nationale, en effet, ce n'est plus l'exécutif, mais toute la nation. La conférence nationale, dès qu'elle est souveraine, elle est plus... C'est l'instance suprême politique d'une nation. Et cette instance suprême va faire des mémorandums, des recommandations. Ce sont ces recommandations-là qui constitueront la nouvelle politique que devra entreprendre un exécutif qui sera issu des nouvelles élections qui se réaliseront après la conférence nationale, par exemple, haïtienne. Donc, c'est ce nouveau gouvernement qui devra désormais entreprendre de nouvelles relations telles que définies par la conférence nationale haïtienne. Très bien, très bien. Merci. Hein? Merci. Merci. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. J'ai Willy qui vient juste d'arriver, qui n'était pas là. Bon, Willy, tu prendras... J'ai enregistré la vidéo, tu l'écouteras. Et je vais maintenant passer dans une phase, ceux qui veulent parler, vous allumez bien sûr la vidéo pour qu'on puisse voir que... Où est-ce que je peux trouver le livre, Patrick? Où est-ce que je peux trouver le livre? Là, comment puis-je avoir le livre? Très bien, je vais répondre. Normalement. Bon. Un bruit. Allô? Donc, je rappelle, je vous ai demandé de faire Allô? En ligne, vous allez pouvoir après l'inscription votre livre. Allô? Le livre, je dois te donner ton livre. Alors, c'est l'iPhone de maquette hein, qui peut utiliser comme ça. Quelqu'un qui oui. William. Il a les enfants qui jouent. Pierre-Louis, je crois que tu as la possibilité de couper le micro de tout le monde. Attends, ouais, je vais faire ça. C'est chez William, c'est chez William. C'est William. Je crois qu'on a la possibilité de couper le micro de tout le monde d'un coup là. Bon, mais c'est très simple. Ça y est, Okay. on a coupé et je crois qu'il n'a plus de micro. J'ai une question. Oui, vas-y. On répond d'abord à la première question. La première question, oui. Alors, Maître Chéri, je ne sais plus s'il est toujours là. En tout cas, je le contacterai de toute façon. Pour avoir l'ouvrage, bien sûr, tous ceux qui s'inscrivent dans la démarche, à travers le site que j'ai proposé, je vous ai distribué, enfin, je vous ai donné un lien. Dès que vous faites l'inscription, vous avez aussi droit à votre livre. C'est une équipe qu'on essaye de préparer et chaque personne de l'équipe doit avoir l'ouvrage. Il est important. Hein? L'inscription, c'est 50 € sur le site que j'ai partagé avec vous. Et donc, le livre, c'est vrai qu'il coûte, il coûte 20 €. L'inscription, ça va de pair va avec de pair l'octroi d'un livre. L'octroi d'un livre, c'est ça. Et l'intégration dans le groupe permet aussi de structurer le mouvement. C'est un mouvement, on est en train de travailler. On ne vous fait pas venir sur cette plateforme pour écouter un discours, mais on voudrait que vous puissiez aussi participer dans cette démarche, qui est une démarche citoyenne,
qui n'est pas une démarche politique pour faire de la politique. C'est un droit que nous avons en tant que société civile, en tant que citoyen. C'est un droit de réclamer la justice auprès de nos dirigeants. Et nous sommes dans une démarche nous sommes dans une démarche dans nos nations haïtiennes et donc, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui veut parler parce que j'entends le micro jusqu'à nos jours. Et alors, Marcus. Hugues, c'est toi qui parles? Ouais. En fait, bon, Patrick, je voudrais te remercier de nous avoir invités à cette formation. Je voudrais féliciter le conférencier et l'auteur de l'ouvrage. Et félicitations, mon cher. Donc, bon, on pourrait, nous, en Haïti, nous féliciter d'avoir créé la première nation noire. Mais là, votre livre, c'est une autre révolution. Et félicitations. Et j'espère que votre ouvrage va faire le tour de l'Afrique. Et comme on va nous approprier de cet ouvrage en Haïti pour avancer vers la conférence nationale souveraine. Alors, je voudrais demander, est-ce que, parce que dans votre livre, il y a 24 points. Je voudrais savoir, est-ce que c'est après, en fait, la débat, c'est après la conférence nationale qu'on va appliquer ces 24 points. Mais juste avant que vous puissiez répondre, je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce deuxième point qu'on vient de voir là, c'est extrêmement important. Et je me demande, est-ce qu'on pourra avoir une conférence nationale souveraine, par exemple en Haïti, sans avoir redéfini nos relations avec certains pays comme les États-Unis, la France et certaines organisations internationales dont l'ONU et même l'OEA. Est-ce qu'on pourra vraiment, parce que, et là, il y a des réflexions qui se font dans les coulisses, dans un petit groupe pour voir, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une situation de domination des Blancs envers nous, les Haïtiens, et que ces relations peuvent bien nous empêcher d'arriver à une conférence nationale souveraine. Alors, ma question, c'est comment va-t-on s'y prendre? Est-ce que c'est la conférence nationale qui va définir les grands points et nous permettre d'appliquer ces points? Mais pensez-vous qu'il sera facile pour nous d'arriver à une conférence nationale? Ça veut dire que, pour moi, une conférence nationale, ça veut dire que de nous prendre en main comme nation souveraine, est-ce que vous pensez qu'on pourra faire ça sans avoir redéfini nos relations avec des pays comme la France, les États-Unis et certaines organisations internationales? La question, elle est très bonne. Écoute, mon frère, déjà, aujourd'hui, parce que les puissances internationales tiennent en ce que nous soyons toujours admonestés, c'est-à-dire que nous ne nous développions pas. Ces puissances internationales vont mettre les bâtons dans les roues pour que nous ne nous prenions pas en charge. Ça, c'est de 1. De 2, il existe des puissances internationales qui veulent que nous nous prenions aussi en charge. Et ce n'est pas les moindres. Je trouve loisible de vous dire que quand les Occidentaux ne voudront pas que nous puissions arriver à la conférence nationale haïtienne, la Russie et la Chine voudrions que nous arrivions à la conférence nationale haïtienne. Donc, quitte à nous de surfer sur les relations internationales afin de démontrer, et cela, vous le verrez dans le prochain point. Le prochain point indique quoi? Je me répète, le prochain point indique démontrer notre maturation politique. Donc, c'est dans ce point qu'on parlera un peu de tous ceux qui veulent empêcher que nous puissions nous réveiller, mais aussi de ceux qui tiennent en ce que nous puissions nous réveiller, car même les populations occidentales ne voudraient plus que leurs gouvernants nous mènent dans la gouvernance, parce que c'est comme si la France doit diriger et la France et Haïti, ou et la France et le Congo. Il y a des populations qui disent c'est trop. Donc, il faudrait laisser les Congolais ou les Haïtiens se prendre en charge. Donc, pour définir
des nouvelles relations, il est important que nous puissions impacter la politique nationale pour convoquer cette seconde conférence nationale souveraine. Et mes frères, mes concitoyens, c'est une bataille. Nous ne disons pas que c'est gagné. Parce que dans le cadre des pays africains qui ont eu cette expérience-là, c'était véritablement une bataille parce que les hommes politiques savaient que les dictateurs s'en iraient. Et donc, il y a même des mécanismes pour empêcher cela et faire que ça soit seulement une conférence nationale et non une conférence nationale souveraine. Mais dans le cas de l'espèce, notre objectif, c'est de faire de vous des gagnants, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables de comprendre c'est quoi la seconde conférence nationale et comment impacter la politique actuelle pour faire que nous allions coûte que coûte à la seconde conférence nationale. Quand vous avez déjà compris que c'est le seul moyen démocratique et légitime pour reprendre le pouvoir entre un groupe de gens qui ont pris le pouvoir, soit par des coups d'État ou soit par la malice et la corruption, alors vous comprenez que c'est le chemin étroit et resserré, mais en tout cas qui puisse libérer nos pays. Donc c'est une bataille et c'est pour cela que nous avons rédigé cet ouvrage pour réveiller, comme l'a dit un de mes frères, que Haïti a pris la première indépendance et cette fois-ci, c'est une révolution analogue. Donc, c'est la révolution de l'homme noir sur la terre. Et je crois que quiconque a déjà lu une partie de l'ouvrage, il est en train de comprendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans et ce que nous vous présentons augure déjà ce que nous vous présentons comme armes sociopolitiques, même philosophiques, pour impacter notre environnement. Parce qu'il y a des moments où c'est nous, la population, qui faiblissions. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Nous regardons toujours à nos dirigeants qui fassent toutes choses. Or, c'est la population qui fait la politique d'un pays. Le président de la République est un légataire tout simple de notre souveraineté politique. C'est notre serviteur, frère. Ce n'est pas le roi, c'est notre serviteur. Et nous devons le faire comprendre. Voilà pourquoi, quand la population est éclairée, elle comprend ce qu'elle est et elle est en mesure de changer les choses. Emmanuel, tu as levé la main pour parler. Je te laisse la parole. Oui. Alors, j'ai écouté attentivement ce que le frère disait. Donc, en fait, j'ai beaucoup de questions. Moi, je vais essayer de faire au plus simple déjà. Alors, les 24 points, est-ce qu'ils ne sont pas, je me dis, enfin, certains, est-ce qu'ils ne sont pas, on va dire, entre guillemets, obsolètes? Et est-ce qu'ils conviennent tous à Haïti? Parce que moi, je comprends bien que la base a été faite pour le Congo-Brazzaville et qu'il peut s'appliquer à toute l'Afrique, très, très, très certainement. Mais Haïti n'a pas exactement le même rapport avec la France que l'Afrique, même si je ne nie pas, ce serait du déni, que la France jette tout de même un coup d'œil, pas forcément la France, mais au moins les États-Unis ou les grandes puissances ont un coup d'œil politique sur l'île d'Haïti. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à adapter dans le programme pour Haïti? C'est tout qu'il faut adapter, Emmanuel. D'accord. Mais parce qu'en fait, pour moi, il a énuméré les points en mode relation France-Afrique. C'est ce que j'ai compris. Non. Ben, c'est un modèle, c'est un D'accord, canevas on est d'accord. que nous allons suivre. Est-ce que peut-être qu'il y en aura des points qui ne seront pas, est-ce que tu comprends? Mais là, on présente le modèle tel qu'il est. Et bien sûr, c'est notre sauce à nous. C'est le travail que toi et moi, nous les Haïtiens, nous devons faire. Tu comprends? Donc, pour redéfinir un nouveau document qui permet bien sûr de bien faire les choses. Il y a Maggie qui a levé la main. Je laisse la parole à Maggie. Remets ton micro, Maggie. Voilà. Oui. Alors, j'ai pris quelques notes par rapport à tout ce qui a été dit. Par contre, oui, je suis un peu d'accord avec Emmanuel, c'est ça, parce que je pense que chaque pays est vraiment très différent. Différent par son histoire, différent par ses leaders. Et la première chose que j'ai marquée, c'est que Haïti est un pays libre, mais toujours esclave. Ce n'est pas une vraie indépendance, parce que nous sommes libres, mais nous constatons malheureusement que bien souvent les décisions sont prises par d'autres pays pour le pays.
Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faudra aussi peut-être traiter dans la vision que vous avez pour cette grande assemblée générale, comme vous avez dit. Il ne faut pas oublier l'histoire d'Haïti, c'est qu'il y a un départ de l'élite haïtienne. La diaspora haïtienne, des fois, j'ai l'impression qu'il y a plus d'Haïti en dehors d'Haïti que Haïti même. Et les personnes qui quittent le pays sont les personnes qui devraient normalement être ceux qui tiendraient le pays. Mais malheureusement, la situation du pays fait que la vision des Haïtiens, c'est de partir. Les Haïtiens n'ont pas la vision de changer le pays. Ils ont la vision d'avoir un visa et partir. C'est une mentalité qui est dans le pays. On le voit encore aujourd'hui. L'objectif, c'est quitter le pays. Et alors qu'on devrait chercher à leur faire comprendre que même ici, on peut vivre bien, même ici, on peut créer des choses. Donc, je pense que c'est vraiment une mentalité sur laquelle il faut énormément travailler. J'ai une objection. Oui. Attends, il y a Marquez. Bon. C'est juste une seconde. En fait, c'est vrai que ce que Maggie a dit, c'est peut-être vrai. Vas-y. C'est juste une objection. En fait, ce qu'elle a dit, c'est peut-être vrai. En fait, c'est pas vrai, c'est pas le vrai mot. Comme quoi, les Haïtiens, tout ce qu'ils veulent, c'est partir, quitter le pays. C'est une situation, etc. Mais beaucoup d'entre nous ont vécu ailleurs, mais ils sont retournés au pays pour faire changer les choses. Mais après, même si on est là, on a les capacités, on a tout, on ne peut pas. Donc, moi, je pense que le troisième point du livre va englober ça également. En fait, la maturité politique, il faut prendre en charge. Donc, pour définir les politiques publiques de tous les domaines. Parce que même les autres pays, que ce soit la Chine, etc., ils ont formé des gens à travers le monde, mais les gens ils sont retournés chez eux pour développer le pays. Voilà. Exact. Il y a un point spécial pour le retour de la diaspora, d'ailleurs, pour aller participer dans cette grande activité démocratique. On en parlera de toute façon dans les autres points du livre. Comme vous savez que j'ai déjà résumé le livre, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Enfin, je sais ce qu'il y a dedans. Et Maggie, je te laisse continuer et ce que tu voulais dire et je vais ensuite donner la parole à Hugues, qui est Kwame, notre ami qui est là avec nous. Encore merci Hugues d'être là. Et Maggie, à toi. Je t'en prie. Je reprends ce point parce que j'ai dit que la mentalité, c'est de partir. Et même si on dit qu'on revient, mais tous ceux qui peuvent partir de retour, c'est parce qu'ils sont partis. On ne peut pas parler de retour s'il n'y a pas eu de départ. Et il faut comprendre le pourquoi du départ. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il n'y ait pas de départ. C'est qu'on n'est pas forcé de partir pour revenir pour faire quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de pays, on peut rester sur place et faire quelque chose. Donc, je voulais vraiment éclaircir ça. C'est que s'il y a retour, c'est qu'il y a eu départ. Et j'ai noté aussi que, bon, pour l'insécurité, je pense que on aura beau faire beaucoup de choses, mais tant qu'il n'y aura pas de sécurité dans le pays, c'est sûr qu'on aura beaucoup de mal à avancer. Et il faut, et je pense qu'il y a une éducation à donner du fait que la vie de quelqu'un est importante. Et je pense qu'il doit avoir on doit beaucoup travailler avec les médias. Et des fois, c'est ce qu'on ne fait pas. Tout le monde travaille, mais on ne travaille pas avec les médias. Pour des spots publicitaires, par exemple, on voit l'impact d'une publicité sur un enfant. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà mis un enfant devant la télé et qu'il y a la publicité, tout de suite, il est en éveil, qui fait qu'il y a un vrai impact publicitaire auquel il ne faut pas négliger et avec lequel il faut énormément travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi rétablir la production locale. Tout est produit à l'extérieur. Haïti achète, alors que c'est un pays où on faisait du riz, on faisait plein de choses. Je pense qu'il y a encore des endroits où ils gardent cette culture, mais je pense que le pays doit vraiment redevenir une terre agricole. Et il y a une autre problématique, c'est que tout le monde veut aider Haïti, donc tout le monde aide. Mais tout le monde aide dans son coin, tout le monde aide, voilà, chacun fait son truc de son côté. Et je pense que notre, je ne vais pas dire notre slogan, mais je pense que c'est notre slogan, pardon,
l'union fait la force. Et je pense que tant qu'on ne rentrera pas déjà dans ce slogan, on aura du mal à avancer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses importantes qu'il faut peut-être rajouter, peut-être d'autres à enlever dans les 24, d'autres à rajouter, parce que Haïti a une spécificité et il ne faut pas oublier le travail qu'a fait Duvalier, c'est le résultat d'aujourd'hui. Retirer l'assassinat de tous nos intellectuels, de tous nos élites, de toutes les personnes qui réfléchissaient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, exterminer toutes les personnes qui réfléchissaient, ne serait-ce que réfléchir était un signe de condamnation. Et je pense qu'il faut vraiment détruire ce qu'a fait ce dictateur pendant des années, parce qu'on en porte encore la conséquence. C'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on doit comprendre qu'on a le droit de réfléchir et il faut réfléchir pour le pays. Quand je dis qu'on est libre, mais pas réellement, c'est que si on veut mettre quelque chose en place pour Haïti et que ça n'arrange pas un autre pays, il veut payer un Haïtien pour te tuer toi qui veut changer les choses. Ils vont payer les gens en Haïti pour mettre le désordre et des coups d'État, des choses comme ça. Je pense que le peuple, déjà de lui-même, doit comprendre qu'on doit être unis, sans faille. Et c'est pour ça que je pense, et je vais finir par ça, qu'il faut vraiment travailler avec les médias, avec toutes sortes de structures qui pourront faire passer ce message de manière visuelle et vocale, et que ça soit comme vous savez, quand vous écoutez une chanson et que le disque est rayé, et je pense qu'il y a des paroles, il y a des mots qui doivent résonner dans l'oreille d'un Haïtien comme un disque rayé. C'est qu'aujourd'hui, on prend la décision de sortir de cet esclavage libre et qu'on prend réellement une vraie liberté et qu'on devient des citoyens libres et qu'on est assez grand pour prendre les décisions de chez nous. Moi, je ne suis pas contre travailler avec les États-Unis, la France, tous ces pays-là, mais avant de travailler avec eux, il faut que déjà nous, on travaille ensemble. On ne peut pas être unis avec nos voisins et chez moi, c'est la guerre. Donc, soyons déjà unis chez nous et quand on aura établi cette union, on pourra ensuite chercher l'unité avec tous les voisins qui existent autour de nous. Voilà, c'était juste les points que j'avais notés. Merci beaucoup et je cède. Bravo Maggie, très bonne qualité d'intervention. Et je passe, Emmanuel, je t'ai vu, hein, mais je passe la parole d'abord à Hugues qui attend depuis un moment et après Hugues, ça sera Edline et ensuite ça sera toi Emmanuel. Vas-y Hugues. Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaite vous féliciter pour l'organisation de cet événement et de cette organisation qui a pour but de faire sortir les pays africains ainsi que Haïti de la situation dans laquelle ils sont empêtrés depuis des décennies, depuis des siècles. Et rien que pour ça, franchement, je vous félicite. Parce que ce n'est pas toutes les communautés qui ont cette envie-là ou qui ont le courage de mettre tout ça en place. Voilà. Concernant la partie, effectivement, où vous avez parlé de travailler la politique extérieure, je complète donc en disant effectivement, on peut travailler avec les États-Unis, la France et bien d'autres pays, la Chine, la Russie, tout ça. Mais il faut tenir compte de notre intérêt à nous. Il faut que ce soit nous qui mettions en place les règles. Les règles, parce que nous, aujourd'hui, c'est nous qui détenons, c'est nous qui sommes en position de force, c'est nous qui possédons tout ce qui est minerai, tout ce qui est etc. Et c'est à nous de définir les règles. On peut négocier et c'est à nous de mettre en place la politique de négociation pour que nous puissions tirer parti de ces échanges-là. Et on y gagnera en procédant de cette manière. Ce ne sont pas des autres à l'extérieur qui doivent venir nous dicter ce que nous, à quel prix on doit acheter à quel prix on doit vendre, tel produit ou tel produit. Et il y a aussi une chose que je compléterai, c'est essayons de développer en local les industries.
Parce que tout ce qu'on produit, tout ce qu'on extrait chez nous, on exporte ça à l'extérieur, c'est transformé, et ensuite, ça nous est revenu, vendu beaucoup plus cher, avec la valeur ajoutée. Donc, tout ça, ça doit être pris en compte afin que nous puissions, parce que c'est aussi une façon de se développer. L'argent, lorsque les devises, lorsque l'argent rentrera, ça nous permettra de nous développer. Troisièmement, il y a le problème de la corruption, qui est un problème récurrent dans la plupart des pays. Alors, je sais qu'il y a certains États, j'ai entendu le président haïtien qui a essayé de mettre en place une politique de lutte contre la corruption. Au Bénin, on a fait pareil, et dans certains autres pays, on a fait pareil. C'est bien, c'est très bien, parce qu'il faut lutter contre la corruption. Il faut aussi faire en sorte que tout le pays puisse avoir la même vision, avoir une vision futuriste, c'est-à-dire on voit devant où on veut aller. Si on n'a pas la possibilité de mettre ça en place, de convaincre et de permettre à tous les pays, Haïti, certains pays, beaucoup de pays d'Afrique, d'avoir une vision et d'aller dans le même sens, il y aura toujours, on va dire, des obstacles sur la route. Donc, on risque de s'effondrer, tous les projets vont s'effondrer, on n'arrivera jamais à avancer sur nos projets, sur les grands projets de restructuration et d'infrastructure, etc. Et il faut moderniser également tout ce qui est institution, juridique, commerciale. Comme vous l'avez dit, effectivement, renégocier tous les contrats qu'on a avec les étrangers, avec les pays étrangers. Il faut également revoir tout ce qui est politique, diplomatie avec tous ces pays-là. Je prends exemple par exemple, là, avec le Bénin qui a l'ambassadeur de l'Union européenne parce qu'il s'était ingéré dans les affaires du pays. Il a été chassé. Et qu'est-ce que l'Union européenne a fait en retour? Elle a chassé l'ambassadeur du Bénin. Et c'est vraiment de la base politique. Maintenant, il faut redéfinir tout ça. Et il y avait aussi un autre point que je voulais aborder rapidement. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il faut également, comment dire, pratiquer une politique d'éducation locale au niveau des pays. Parce que tous les Africains ou pas mal d'Haïtiens n'ont pas, comment dire, n'ont pas cette culture de se battre, d'avoir l'amour du pays. C'est récent, là. D'avoir cet amour du pays, d'avoir de comprendre ce qu'on est en train de mettre en place pour que le pays évolue. Et ils ont encore des pratiques. Ces personnes-là ont encore d'anciennes et qui nous ralentissent dans notre évolution. Et toutes ces personnes-là, il faut les amener petit à petit à changer leur façon de voir. On n'est plus dans une période où on a une mentalité d'esclave. Là, maintenant, il faut voir plus loin, il faut se sentir, se battre et vivre en homme libre. Tout ça. Maintenant, il y a aussi ceux qui ont des connivences avec les puissances étrangères. Il y a certaines personnes, vous pouvez venir les voir et leur dire aujourd'hui, voilà les projets que je propose pour Haïti, pour le Bénin, pour d'autres pays africains, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Ils vont regarder d'abord parce qu'ils sont en contact avec des politiciens des puissances étrangères, ils vont voir plus l'intérêt qu'ils ont à travailler avec ces personnes-là plutôt que voir le pays, Haïti, Bénin, etc., évoluer. Et ces personnes-là, ça c'est une question que je vais vous poser, comment vous allez pouvoir gérer ces personnes-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour gérer ces personnes-là? Parce que ce sont des personnes ce sont des épines. Ce sont des épines dans les pieds du progrès de ces pays-là. Voilà. Et j'en ai terminé. Très bien. Et je vais juste donner la parole à Edline au cas où on n'a pas le temps de répondre. Tu as noté la question.
Ben, je n'ai pas de quoi noter. Bon, en fait, la question, je l'ai retenue. Tu l'as retenue, d'accord. Edwin, vas-y, parce que après il y a Emmanuel. D'accord. Ben, en fait, bon, je vais faire comme tout le monde, hein. Je remercie le conférencier. C'était de qualité. C'est vrai que le net nous a fait un peu défaut, mais on a en tout cas entendu l'essentiel et puis on a bien pu suivre. Il n'y avait pas trop de parasites. Bref, je ne vais pas parler longtemps, moi, parce que je me dis une chose, parce que j'aurais voulu juste avoir un rappel du point qu'on a défini aujourd'hui. Parce que si j'ai bien compris, le conférencier nous a fait la liste des points qui seraient discutés pendant les 24 séances, si j'ai bien compris ça. Donc, moi, je trouve que tout ce qui a été dit, c'est magnifique, hein, j'entends bien, c'est des réflexions que j'ai également, mais je me demande, est-ce qu'on n'est pas en train de partir un peu trop vite? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le temps déjà de bien écouter ce qui a été dit, le point qui a été débattu, et qu'on parle de ce point bien fixe, et par la suite, on pourra justement élaborer autre chose autour des autres points qui vont sortir. Parce que je pense que le conférencier, les hommages d'ailleurs, doit avoir beaucoup de choses, en tout cas dans son sac, pour pouvoir nous donner et que nous puissions réagir par rapport à ces points-là. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire. Donc, ce n'est pas une question en fin de compte, c'est vraiment dire qu'il faut qu'on soit un peu plus clair dans ce qu'on dit et qu'on puisse rester sur le point sur lequel on doit justement débattre lors de la séance et ainsi de suite. Voilà, c'est tout. Mais très bien, parfait. C'est vraiment pour l'ordre, c'est magnifique parce qu'on est là aussi pour apprendre à connaître ces points-là. Et bon, moi, je vous les ai donnés, en gros, je vous ai donné le programme pour vous encourager, pour ouvrir l'appétit, pour vous faire savoir aussi que, bon, on a un travail à faire en tant que jeunes de la diaspora et aussi en Haïti, qui subissons la mauvaise gouvernance. Les choses ne sont pas gagnées d'avance. C'est pour ça aussi, j'invite tout le monde à faire le nécessaire pour s'inscrire afin de recevoir vos ouvrages. Je vais vous donner aussi des ouvrages et les ouvrages sont imprimés en fonction de vos inscriptions. Donc, c'est vraiment une démarche qu'on vous dit tout et on ne vous cache absolument rien. Et maintenant, c'est à vous aussi de faire le nécessaire à ce niveau-là. Mais on va continuer parce que on est là pour apprendre, on est là pour comprendre et puis on est là aussi ensuite pour passer à l'action. Et donc, moi, je suis un peu pressé parce qu'on est dans une conjoncture avec un président de la République qui est M. Jovenel Moïse, qui parle de dialogue. Lui, dans son langage, il parle de dialogue national. Et il a fait aussi un travail en termes de dénonciation de comment la corruption empêche le développement du pays. Je pense que c'est la meilleure conjoncture, le meilleur peut-être président si nous voulons arracher un jour en Haïti une conférence nationale souveraine. C'est pour ça que moi, je vous invite déjà à comprendre que nous avons des idées, nous avons un programme, nous avons une visibilité, nous avons, comment dirais-je, une vision pour le pays et c'est à nous de le travailler. Bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui dans les vidéos qu'on va faire ça, c'est chacun aussi doit prendre ses responsabilités chez soi. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes un peu occupés avec les besoins de chaque jour. Hein, et il faut aussi faire vivre les enfants parce qu'on a des loyers, on a tout ça. Mais maintenant, c'est vrai que dans le cas de Haïti, par rapport à ce projet, je tenais à au moins attirer votre attention là-dessus. Si on est en train petit à petit de comprendre et de s'engager, parce que si on fait ça et que personne ne s'engage derrière, ça ne sert à rien. Parce qu'on n'arrivera jamais quelque part. Moi, personnellement, je n'ai pas toutes les solutions en main. C'est avec vous qu'on va discuter, revoir les points et on va faire un état des lieux des contrats qui existent entre, par exemple, Haïti et l'OEA, entre Haïti et les États-Unis, entre Haïti et le Canada. On va commencer à faire un état des lieux. Et d'ailleurs, moi, l'objectif que j'avais à chaque fois, c'est que pendant les 24 séances, je voudrais avoir une personne qui se spécialise par séance, c'est-à-dire le premier point, c'était rompre les contrats coloniaux caducs. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans notre groupe de travail là qui prend ce point-là. Et bien, si on passe sur un média
qu'on passe sur BFM TV, qu'on passe sur France O, et bien si cette personne-là intervient, elle pourra justement parler de la conférence nationale souveraine, mais aussi parler plus de ce point de spécialisation, de spécialité qu'il pourra prendre. Donc, c'est un travail qu'on essaye de vous proposer, et ce n'est pas qu'on essaye, non, qu'on vous propose, et on espère que vous allez participer. Et donc, il y a Emmanuel qui a levé la main, je vais lui laisser la parole. Après, le frère, il répondra à la question comment on fait pour contrecarrer ces personnes qui défendent plus les intérêts de la France et qui sont des nôtres, c'est ça? C'était ça la question, je crois. Et comment on fait pour les contrecarrer? Emmanuel, à toi, et ensuite le frère, il parlera. Oui, donc bonjour. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de questions, il y a des choses dont on avait parlé au téléphone, toi et moi. Et il y a la sœur Maggie et Hugues, je crois, qui ont fait des interventions très, très intéressantes. Et par rapport à ce que disait la sœur Maggie, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on était au téléphone, je te disais que pour moi, l'éducation est très importante et qu'il allait être difficile de travailler avec cette génération. Mais que c'était les générations suivantes que pour moi, c'est sur elles qu'il fallait compter par rapport à l'éducation qu'on devait leur donner dès aujourd'hui. Mais après, Hugues a parlé, le frère Hugues a parlé, et justement, il a parlé de tout ça, dont la question qu'il a posée. Parce que pendant que l'intervenant parlait, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom, moi, j'ai pensé à l'Union africaine qui essaie d'être mise en place depuis Haïlé Sélassié. Et le mec, il est mort en 1974. Et pour moi, désolé, hein, peut-être que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, pour moi, en fait, Alassane Ouattara vient de vendre ce qui aurait pu être une grosse étape de cette Union africaine comment dire ça, avec cette histoire d'écho à la place du franc CFA, alors que l'Afrique voulait une monnaie souveraine à l'image de l'euro, mais africain. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve bienvenue la question de Hugues. Et donc, vraiment, j'appuie sur son intervention. Et la question que je voulais poser, même si on ne les répond pas ce soir, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées et qui commencent à faire tard. Je ne sais pas si des gens doivent partir, mais moi, j'ai tout mon temps. C'est aujourd'hui, en 2020, à l'heure du numérique, est-ce qu'il ne faut pas, je vais dire entre guillemets, vulgariser le sujet? Quand je dis vulgariser, qu'est-ce que ça veut dire? Écrire en livre, c'est bien, mais tout le monde ne lit pas. Et peut-être même que le livre aurait pu intéresser quelqu'un dans le contenu, mais le fait que peut-être que le titre ne va pas forcément l'accrocher ou la quatrième de couverture, peut-être qu'il va passer à côté. Alors que quand on fait une vidéo, où on vulgarise un peu le sujet, ben, des fois, les gens écoutent juste les 30 premières secondes, la première minute de la vidéo. Même si la vidéo va durer 8 minutes ou un quart d'heure, ben, la personne sera intéressée et au bout d'une minute, elle sait si 30 secondes, une minute, elle sait si la vidéo il va y aller au bout ou pas. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, comme j'ai dit, entre guillemets, vulgariser le sujet et faire des vidéos que même un enfant de 10 ans pourrait comprendre sur ce sujet-là et communiquer avec ces vidéos-là. Donc, Très bien. Pour la conférence souveraine. Très bien, Emmanuel. C'est un projet. Plutôt que de se focaliser que sur le livre, quoi. D'accord. Mais non, nous ne nous focalisons pas sur le livre. Nous vous avons invité parce que nous voulons vous conscientiser sur l'impériosité. C'est-à-dire que le caractère impérial, le caractère urgent de vous mettre sur un travail politique qui doit changer, soit Haïti, soit le Congo, soit n'importe quelle nation africaine. Là, vous êtes en train de parler de moyens de communication. Eh bien, c'est une très bonne chose. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train
de faire ce que vous êtes en train de proposer. Donc, ça veut dire que vous cimentez Que ce qu'on fait, c'est bon. ce que nous sommes en train tous de faire. Nous puisons votre proposition et nous sommes satisfaits de savoir que la chose est en train de donner. Je voudrais répondre à toi pour te dire que il n'y a pas une question haïtienne qui ne tienne pas dans n'importe quelle nation africaine, tout comme il n'y a pas une question, une difficulté dictatoriale de n'importe quel pays africain qui ne tienne pas en Haïti. Ce sont les mêmes réalités. Et cet ouvrage n'a pas été conçu pour le Congo-Brazzaville. Il a été conçu pour l'homme noir, en réalité. Lorsque vous allez le lire, vous allez vous rendre compte. Il y a un programme qui passe aussi par cet ouvrage au niveau de ma nation. C'est pour cela que ne vous contentez pas du titre conflit de l'après Sassou. J'aurais pu chercher à mettre un autre titre, mais tu sais, les affaires politiques, si il faudrait qu'on puisse satisfaire tout le monde, ça va être difficile. Donc, il y a un travail qui se fait. Et c'est pour cela que quand je suis en train de vous montrer, j'insiste sur ce qui vous particularise. Parce que je dise, que je dise redéfinir la relation du Congo et de la France. Je vous dis, lorsque vous allez lire le livre, peut-être que vous ne trouverez même pas des arguments sur le Congo et la France. Mais vous allez trouver les arguments sur une nation dominée par une puissance internationale, comme cela a été écrit. Mais, donc c'est ça, il faut que vous ayez cet outil, que vous preniez le temps de le lire, même si les gens n'aiment pas lire, mais il faut lire parce que cela va faire que vous ayez des idées et que vous deveniez une carrure politique. Aujourd'hui, l'Internet, c'est pour attirer les gens. Mais nous avons vu qu'est-ce que ça produit. Pendant 20 ans, nous faisons la même chose sur Internet. Et on n'a jamais fait tomber une seule dictature en Afrique. Donc, nous savons que l'Internet, c'est pour attrouper les troupes. Mais attrouper les troupes ne veut pas dire remporter la victoire contre une dictature qui, elle, a les armes, l'argent du pays, la diplomatie, tout le moyen pour se maintenir au pouvoir. Donc, nous avons besoin d'informer des hommes qui peuvent devenir forts et puissants d'une manière individuelle, être en mesure de défendre une idée, même devant les autorités, et de démontrer par le contact physique avec les autorités que la jeunesse s'est levée et que cette jeunesse-là, si nous ne tenons pas compte d'elle, nous risquons d'être rejetés par toute la population parce qu'elle va prendre les rênes par cette lumière qui jaillit au travers de leur argumentation. Tout ce que vous venez de dire est ici dans cet ouvrage. J'ai exposé sur le second point, je le reprends, j'ai exposé sur redéfinir la relation du Congo et de la France. Mais entre-temps, je vous ai fait un briefing sur rompre les contrats coloniaux. C'est parce que vous n'avez pas les 1 heure de la fois passée, malheureusement. Cela, vous ne l'avez pas reçu. Mais nous nous rattraperons. Et donc, vous allez comprendre qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, vos interventions à vous vont se retrouver dans cet ouvrage et vous allez comprendre que vous-même, vous êtes prêts à régler les problèmes de Haïti. Les 3 frères, même toi, mon bien-aimé, quand tu as dit que c'est obsolète, exactement. Quand tu vas lire l'ouvrage, tu vas te rendre compte que tu es prêt. Pourquoi? Parce que ta réflexion, tu vas la retrouver ici. Et tu vas te dire, mais pourquoi je me minimise? Je peux me lever. Et c'est ce que nous recherchons. Donc, ne vous en faites pas. Les hommes qui vendent l'intérêt national, eh bien, ces hommes-là, on ne fera pas une chasse aux sorcières, mais nous allons les isoler par la production de nouvelles conventions, de nouvelles lois et une marche politique qui fera qu'ils ne pourront plus réaliser ce qu'ils sont en train de faire auparavant. Je vous ai expliqué dans ce deuxième point, intitulé « Redéfinir la relation du Congo et de la France ». Mais c'est pour faire que nos dictateurs, nos dirigeants politiques, nos leaders d'opinion ne puissent plus continuer à marcher dans la corruption, dans l'impunité,
dans l'intolérance et dans l'injustice. Et donc, nous allons remettre au travail la troisième institution nationale qu'est la justice, qui va patronner la relation humaine entre membres d'une même nation et membres d'autres nations. Parce que quand la police marche très bien, quand l'armée marche très bien, la gendarmerie marche très bien, les autres institutions qui peuvent poursuivre les corrompus. Mais les corrompus seront arrêtés. Il y a la justice qui sait faire ce travail. Il suffit qu'il y ait une bonne volonté politique. Et il n'y a pas seulement que la justice, il y a le quatrième pouvoir, la presse et les médias. Il suffit qu'on la développe très bien. Par exemple, mon frère, toi qui viens de parler de ces points, si facilement tu peux écrire un livre là-dessus et que nous avons une nation où la presse et les médias sont développés, tout le monde connaîtra la pensée que tu es en train de mettre en rapport avec la corruption. Je vais vous donner un exemple. Nous avons une nation qu'on appelle le Botswana. La corruption, on l'enseigne même à l'école primaire. Parce qu'ils ont compris qu'une nation corrompue ne peut pas se développer. Et donc, ils ont pris la résolution. Dans ce livre, j'ai présenté ça aussi. Je vous ai présenté l'exemple du Botswana, une nation qui vit grâce au diamant. Vous savez que là où il y a le diamant, c'est comme le pétrole. C'est plus que le pétrole même. Mais eux, ils parviennent à développer leur nation parce qu'ils ont fait de l'anticorruption leur cheval de bataille. Alors donc, en rapport avec le fait que nous n'avons pas le temps, nous vous supplions, nous gardons le contact et nous allons continuer à échanger les uns et les autres. Vous connaîtrez mon numéro de téléphone, il y a des liens, tout ça. Soyons toujours en contact. On peut inbox, on peut en dehors de ceci continuer de nous entretenir pour préparer la prochaine fois et aussi pour voir comment est-ce que vous pouvez avoir l'ouvrage et beaucoup d'autres ouvrages parce qu'il y a une batterie de 35 ouvrages qui ont été écrits sur la matière politique. Voilà, politique. J'ai beaucoup vraiment apprécié cette présence que vous étiez jusqu'au bout. Et donc, comme on est en train d'arriver à la fin, on va essayer de couper la vidéo exactement à 22 h. Donc, il nous reste encore 7 minutes. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Moi, ce que je voudrais insister encore une fois, c'est bien de discuter ensemble sur déjà les premiers points. Logiquement, la formation était dédiée qu'à ceux qui ont fait leur inscription. Mais je n'ai pas voulu, pour les premiers points, pour les premières séances, bloquer l'information aux autres. Mais vous avez bien compris que nous avons besoin que vous vous engagez dans la démarche. Que vous ne soyez pas d'Haïti. Il y a par exemple notre frère Hugues qui a pris le temps de s'inscrire dans la démarche et qui a fait d'ailleurs sur le groupe conférence nationale, enfin comité de soutien de la conférence nationale souveraine en Haïti. Il a fait une intervention, il s'est présenté et d'ailleurs j'ai bien apprécié sa présentation. Mon frère Hugues, sache que ta présentation fait le tour d'Haïti parce que on est en train aussi de regrouper nos frères de l'Afrique qui veulent venir aussi au secours d'Haïti et dans la nouvelle relation internationale politique d'Haïti. Bien sûr, nous n'allons pas tourner le dos comme nos anciens à l'Afrique parce que nous pensons que nous avons évolué et que nous avons aussi des relations à établir avec tous les pays africains. Et d'ailleurs, les pays africains n'attendent que de ça de nous. C'est juste un blocage des fois de notre part à nous les Haïtiens et ce qui est dommage parce que des fois, on a les yeux braqués sur les États-Unis, le Canada, la France alors qu'on aurait pu développer des relations beaucoup plus saines avec des pays africains. Bon, bref, c'est vrai qu'ils sont encore dans une difficulté aussi, il faut le reconnaître. Et bon, nous, on ne regarde pas là où il y a les difficultés, on va plutôt regarder là où il y a des solutions ou des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, on est dans une démarche pour proposer des solutions dans nos nations africaines. Il ne faut pas qu'on arrête de le dire, il faut que tout le monde aussi puisse le comprendre. Nous ne sommes pas dans une démarche de faire les choses, de vouloir, comment dirais-je, être anti-blanc. Nous ne sommes pas anti-blanc, nous ne sommes pas anti-occidentaux, nous ne sommes pas anti-orientaux ou bien tout ce qui existe. Nous sommes juste des personnes qui veulent lutter pour que l'Afrique retrouve sa place au niveau de l'histoire de l'humanité. Et Haïti a aussi son rôle à jouer à ce niveau-là. C'est pour ça que nous devons mener d'abord la bataille en Haïti avec nos responsables politiques, que nous devons raisonner
pour qu'ils puissent apprendre à faire de la bonne politique et puis à partir de là, qu'on puisse aussi impacter les choses à tous les niveaux. Donc, nous sommes dans les studios de Pasteur JFK et de la radio MEEA, de la mission MEEA. Vous avez vu le drapeau haïtien, hein, c'est soi-disant une église, c'est une radio d'église, mais vous voyez que c'est un compatriote, c'est un homme qui brandit le drapeau haïtien haut et fort, et il est derrière le micro. Je ne sais pas s'il veut parler, le pasteur JFK qui nous a laissé le studio aujourd'hui. Nous allons continuer, je pense, et on peut donner rendez-vous pour samedi. Et alors, vous ne l'entendez pas parce que c'est dans le micro, on n'a pas fait passer l'image, mais en tout cas, il a dit pour samedi prochain, on peut se retrouver encore une fois dans ce studio et continuer la démarche. Vous allez recevoir des messages de ma part pour vous inviter à faire des actions, à passer à l'action, à vous inscrire. C'est important qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Ce n'est que le début. Vous étiez, je crois, on a atteint le nombre de 16 connectés en simultané. Vous êtes encore à 14 personnes connectées. C'est déjà un très, très bon début pour une deuxième séance de formation. Imaginez lorsque nous allons arriver aux 24e séance de formation, nous serons nombreux. En tout cas, l'heure avance très bien. Je laisse juste la parole parce que j'ai vu Hugues qui a encore levé la main. Hugues, je te laisse la parole. Tu n'as pas beaucoup de temps parce qu'il est déjà 57 et il faut qu'on termine à 22h. À toi, Hugues. Oui, non, c'est une erreur. Je n'ai pas levé la main. Désolé. D'accord. OK, très bien. Eh bien, je laisse conclure à Gaston Mangou. Et puis, il faudrait passer ici la prochaine fois pour qu'on puisse t'entendre parce qu'il n'y a que moi qui t'entends dans le casque. La prochaine fois, c'est pas grave. Je n'aurai même pas besoin de passer là-bas parce qu'on aura nos propres caméras. Exact, on aura nos propres caméras. Donc, à toi, mon frère, et l'écrivain Gaston Mangou, tu peux conclure. Et puis, c'était une très bonne séance. À ciao et à la prochaine. À vous. Allô, Patrick? Oui. Allô? Oui? Béatrice! Oh là là! Béatrice, c'est toi, Béa! Oh là là! Tu arrives en retard, hein? Vas-y, dis-nous quelque chose. Je ne suis pas en retard. Ça fait longtemps que je suis là. D'accord, très bien. Tu n'as pas cité mon nom? Hein? Ça fait longtemps que je suis là. Non, j'ai oublié de citer ton nom, effectivement. Le numéro, c'est marqué Béa au lieu de Béatrice. Donc, oui, OK. Ça va? Tu veux dire quelque chose? Et toi? Non, mais ce n'est pas grave. L'heure est déjà arrivée. Bon. Et quand je fais l'autre séance, comme ça, je peux discuter un peu. Je peux donner mon opinion. D'accord, très bien. Ça sera la prochaine fois, il n'y a pas de problème. On recommence encore la prochaine fois aux mêmes heures. On va essayer d'avoir une meilleure connexion si on veut avoir un câble directement au lieu d'avoir le Wi-Fi, parce qu'à un moment donné, on avait perdu un petit peu la connexion. Frère, vas-y à toi, conclue. Bon, mais la conclusion, c'est que nous nous retrouvons le samedi prochain. Et donc, soyez toujours connectés, c'est-à-dire en contact avec nous. Il y a des liens qu'on est en train de faire passer. Et puis, il y a aussi le téléphone et autres moyens. On pourra vous faire parvenir des ouvrages. Vous pourrez lire pour maîtriser la situation. Avoir plus de questions. Je salue aussi mon frère Ulrich qui était là. Oui. Le président d'un parti politique congolais. Lui aussi, il a bien voulu participer à notre Zoom. Je l'encourage à faire ce grand travail de mobilisation qu'il est en train de faire. Il a suivi tel que nous sommes en train de travailler. Donc, à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'homme noir. Salut. Très bien. Eh bien, Allô? Oui, Béa? Oui, je voulais lancer quelque chose. Parce que pour le moment, je lance un mouvement qui s'appelle la voix de la femme. Je voulais inviter tous ceux qui veulent rentrer là-dedans, parce que la voix de la femme, c'est parce qu'on voit que ça fait longtemps que les hommes nous dirigent, mais jamais, on n'est jamais arrivé